Alors, le devoir, voilà un mot qu'on entend tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, faire son devoir? On va se poser une question qui a l'air simple, mais qui est en fait un vrai casse-tête philosophique. Est-ce que faire son devoir, c'est juste obéir, baisser la tête et appliquer les règles? Ou est-ce que, au contraire, ça demande de réfléchir, de penser par soi-même et peut-être, parfois, de désobéir? C'est le voyage auquel je vous convie aujourd'hui. Pour bien sentir le problème, partons d'une histoire que tout le monde connaît, ou presque, Les Misérables. On a l'inspecteur Javert. Pour lui, le devoir c'est simple, c'est la loi, point final. Sa vie entière est dédiée à ça. Mais voilà, le forçat qu'il traque depuis des années, Jean Valjean, lui sauve la vie. Et là, c'est le choc. Son devoir de flic, qui lui crie « arrête-le », se heurte violemment à un autre devoir, un devoir humain, de gratitude qui lui murmure « tu lui dois la vie ». Hugo nous montre un homme littéralement déchiré de l'intérieur. Et ce que vit Javert, attention, ce n'est pas juste une péripétie de roman. C'est un déchirement moral universel. C'est cette situation terrible où on se retrouve coincé entre deux obligations qui s'opposent. Le devoir envers la société, la loi, le règlement, et le devoir envers sa propre conscience. Comment on fait pour choisir quand chaque option nous donne l'impression de trahir quelque chose d'essentiel? Maintenant, quittons la fiction pour la terrible réalité de l'histoire. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a Javert qui finit par se suicider, incapable de résoudre son conflit de devoir. Et de l'autre, Adolf Eichmann, un des logisticiens de la Shoah. Pendant son procès, la philosophe Hannah Arendt, qui est là pour couvrir l'événement, est frappée de stupeur. L'homme qu'elle a en face d'elle n'a pas l'air d'un monstre sanguinaire, non, il a l'air d'un fonctionnaire terriblement normal. Et sa seule défense répétée en boucle, c'est « je n'ai fait que mon devoir, je n'ai fait qu'obéir ». C'est cette expérience qui va amener Arendt à développer son concept glaçant de banalité du mal. Son idée, c'est que le pire mal n'est pas forcément commis par des gens qui sont foncièrement méchants ou sadiques. Non, le mal le plus extrême peut naître de l'absence de pensée. Il naît quand on arrête de se poser des questions, quand on renonce à son propre jugement pour se réfugier dans le confort de l'obéissance. Le devoir devient alors un bouclier, l'excuse parfaite pour ne plus avoir à penser. Et ça nous amène au cœur de notre problème philosophique. Comment un même sentiment, le sens du devoir, peut-il conduire un homme à se donner la mort par cas de conscience et un autre à commettre des crimes contre l'humanité en toute tranquillité? Mais d'où est-ce que ça vient, cette force si puissante qui nous pousse à agir, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire? Face à cette grande question, la philosophie propose, pour faire simple, deux grandes pistes de réponse. Première option, le devoir, c'est une voie à l'intérieur de nous, un commandement qui vient de notre propre raison. Seconde option, le devoir, c'est une pression qui vient de l'extérieur. C'est la société, l'éducation, la culture qui nous l'impose. En gros, le devoir, est-ce que ça vient de nous ou est-ce qu'on nous le met dans la tête? Ce débat, on peut le résumer avec quelques grands noms. D'un côté, on a un géant, Emmanuel Kant. Pour lui, c'est clair, le devoir vient de nous, de notre raison. C'est ce qu'il y a de plus personnel et de plus universel en même temps. C'est une force intérieure. Et de l'autre côté, on a des penseurs comme le sociologue Durkheim ou le philosophe Nietzsche qui disent « Attendez une seconde. Ce que vous appelez devoir, ce n'est rien d'autre que la voix de la société qui parle en vous pour que vous restiez bien dans le rang. Une force extérieure donc. » Pour comprendre Kant, il faut absolument parler de son fameux impératif catégorique. Le nom fait un peu peur, mais l'idée est en fait un test très simple. Avant de faire quelque chose, Kant nous dit de nous poser cette question. La petite règle personnelle que je m'apprête à suivre, ce que Kant appelle la maxime, est-ce que je peux souhaiter qu'elle devienne une loi pour tout le monde, partout, tout le temps, sans que ça crée une contradiction? Par exemple, le mensonge. Est-ce que je peux vouloir que tout le monde mente? Non, parce que si tout le monde mentait, plus personne ne croirait personne et le mensonge lui-même n'aurait plus aucun sens. Voilà, pour Kant, le devoir, c'est ça. Agir selon une règle qui a passé ce crash test de l'universalisation. Bon, la morale de Kant, c'est très beau, c'est très rationnel, mais revenons à nos conflits, à notre pauvre Javert. Que se passe-t-il quand notre raison, notre impératif intérieur nous dit de faire A et que la loi de notre pays, notre devoir de citoyen, nous ordonne de faire B? Et là, on est obligé d'envisager une idée qui peut paraître un peu choquante, une idée qui renverse la table. Et si, dans certaines situations, le véritable devoir moral, ce n'était pas d'obéir, mais au contraire de désobéir? Cette idée, c'est celle d'un certain Henry David Thoreau. Au XIXe siècle, aux États-Unis, il refuse de payer ses impôts. Pourquoi? Parce que l'État américain de l'époque cautionne l'esclavage et fait la guerre au Mexique. Et il refuse d'être complice de ça. Pour lui, quand la loi est injuste, obéir, c'est collaborer avec l'injustice. Notre devoir moral, alors, c'est de devenir ce qu'il appelle un contre-frottement. C'est-à-dire le petit grain de sable qui va venir enrayer les rouages de la machine. C'est la naissance de l'idée de désobéissance civile. On en revient donc à notre question de départ, mais on a de nouveaux outils pour y répondre. Grâce à Thoreau et à Arendt, on peut faire une distinction absolument capitale.
Obéir, c'est se soumettre à une autorité extérieure, sans forcément réfléchir. Faire son devoir, au sens moral du terme, c'est répondre à une exigence intérieure qui vient de notre propre jugement. Et le cas d'Eichmann est la preuve tragique que les deux ne sont pas seulement différents, mais qu'ils peuvent être radicalement opposés. Alors, on a vu plusieurs chemins, plusieurs manières de voir le devoir et elles ont l'air de se contredire. Mais plutôt que de chercher la bonne réponse, si on voyait plutôt chaque philosophe comme nous donnant un outil différent pour nous aider à y voir plus clair dans la jungle de nos décisions morales. Résumons un peu. Pour Kant, le devoir, c'est suivre sa raison. C'est une base super solide, universelle, mais le risque, c'est d'avoir une morale un peu trop rigide, un peu inflexible, qui a du mal avec les situations compliquées. Pour Thoreau, le devoir, c'est d'écouter sa conscience. C'est magnifique, mais si tout le monde n'écoute que sa propre conscience et désobéit aux lois qui ne lui plaisent pas, est-ce qu'on ne risque pas le chaos, l'anarchie ? Et enfin, Arendt nous dit que le devoir, c'est de penser par soi-même. C'est fondamental, mais le risque pour celui qui ose penser différemment de la masse, c'est de se retrouver terriblement seul. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est peut-être la suivante. Le véritable devoir moral n'est jamais une fuite. Ce n'est jamais une excuse pour mettre son cerveau en pause. Il ne se trouve pas dans l'obéissance passive, mais bien dans l'effort, parfois très difficile, de juger une situation. C'est un choix actif. C'est une responsabilité que personne, absolument personne, ne peut prendre à notre place. Et je voudrais qu'on se quitte sur une dernière question. Une question qui reste ouverte. Face à un ordre qu'on estime profondément injuste, un ordre qui heurte tout ce en quoi on croit, où est la facilité ? Où est le courage ? Est-ce que la vraie lâcheté, ce n'est pas de se cacher derrière un « j'obéissais aux ordres » ou est-ce que c'est de désobéir et d'en assumer toutes les conséquences ? C'est une question vertigineuse et la réponse, bien sûr, n'appartient qu'à chacun. Voilà pour cette exploration. Si cette façon de décortiquer les grandes notions vous intéresse et que vous voulez continuer à réfléchir avec nous, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Merci de votre attention et à très bientôt.